Allô, allô, ici le Patate Club. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Salut Laurent, comment ça va ? Salut Jérémy, ça va super bien. Qu'est-ce qu'on fait là ? De quoi on va parler ? Eh bien, on va vous présenter un nouveau podcast. Et oui, il y a encore un autre podcast dans l'écosystème Sens Créatif. Donc il y a Sens Créatif, il y a le Patate Club podcast qui est dispo, vous pouvez l'écouter partout. Qui est présenté par Mehdi. Exactement. Et il y a aussi Les Patates parlent aux patates, qui est un podcast exclusivement réservé aux membres du Patate Club et du Patreon, qui est animé par Pauline Douadi, elle-même peintre et patate du Patate Club, et qui est un épisode pour débriefer des épisodes de Sens Créatif. C'est du méta-podcast. C'est du méta-podcast à fond les ballons. On invite à chaque fois un membre du Patate Club, et ensemble, Pauline et la personne invitée débriefent du dernier épisode. On parle aussi de l'écosystème Sens Créatif, des petites nouvelles, des coulisses, ouais, des de ce actualités. qui se passe sur le Discord aussi. Sur Discord, enfin l'écosystème est en ébullition. Et donc, c'est un podcast, c'est pour ça que ça s'appelle Les Patates parlent aux patates. C'est un peu le moniteur du Patate Club. Il est rigolo ce nom quand même. Voilà, il est très drôle. Il y a de la patate un peu partout. Et on avait envie de vous faire découvrir ce format. Si vous n'êtes pas encore membre du Patate Club et que vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc., on a envie de vous donner un avant-goût, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, un avant-goût. Un avant-goût de ce podcast avec l'excellente Clémence Mira, illustratrice. Et j'adore son travail. Un univers de dingue. Ouais, grave. Et si vous ne voyez pas ce qu'elle fait, allez voir. Vous allez être surpris. Ouais. Et ensemble avec Pauline, elle débrief de l'épisode d'Emily Gleason, qui a un univers tout aussi déjanté et que j'adore. Ouais, complètement. Emily, elle expose souvent à la galerie Art Factory, qui est vraiment un endroit où il y a un style très underground, très engagé, et qui correspond totalement à l'univers de Clémence. Ouais, d'ailleurs, le titre de cet épisode s'appelle Looking Underground, et on vous laisse écouter cet épisode immédiatement. Bonne écoute. Bonne écoute. Allô, allô, ici le Patate Club. La patate s'épluche, mais la patate s'écoute. Salut, je m'appelle Pauline Douadi. Je suis artiste dans le sud de la France, en Provence. Bienvenue sur le podcast Les Patates parlent aux patates. Dans cette émission, nous revenons toutes les 2 semaines sur le dernier épisode de Sens Créatif. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une patate nouvelle, Clémence Mira. Mira, en espagnol, ça veut dire « regarde ». Et c'est ce que fait Clémence. Elle représente le monde tel qu'elle le voit. Cabossé. Et à propos du monde, nous avons fait l'enregistrement alors que la guerre éclatait en Ukraine. Je voudrais vous lire ce que Clémence m'a écrit à ce sujet et qui décrit bien notre sentiment d'impuissance et de sidération. Ce qui se passe en Ukraine me semble vraiment surréaliste. Quand j'ai entendu les infos comme quoi Poutine envahissait l'Ukraine sans raison, j'ai ressenti les mêmes choses que quand on nous annonçait le premier confinement. Comme si nous avancions de nouveau dans l'inconnu, l'impensable. En Europe, tout a été fait pour que nous restions en paix et il suffit d'un homme pour changer la vie de millions de personnes. Les décisions de Poutine sont comme le virus, invisibles et incontrôlables, et je me sens encore complètement impuissante face à cette situation. Je ne sais pas comment il faudrait l'arrêter, mais en tout cas, contrairement au corona, c'est en restant tous proches, unis, soudés que nous vaincrons cette guerre. Bon bienvenue sur le podcast des Patates parlent aux patates. C'est le numéro 3. Tu me disais que c'était un chiffre que t'aimais particulièrement. Oui, merci de m'inviter déjà. Oui, le numéro 3, pour moi, c'est un numéro qui me plaît et dès que je le vois, j'ai l'impression que c'est bon signe en fait. Je sais pas pourquoi. C'est un petit truc. C'est un peu comme un porte-bonheur quoi. Ok. Puis il y a tellement d'expressions liées à ce numéro, je sais pas, ça, il a un peu un côté jamais 203, Freeze the Magic Number, ce qui est rigolo. J'ai envie de faire une petite anecdote, mais en fait, il y a pas très longtemps, il y a une personne qui avait liké un de mes posts. Ouais. Curiosité, j'étais allée voir son profil et c'était une designeuse à Amsterdam. Et en fait, dans ses stories, dans ses highlights, il y avait le numéro 3. Et je crois qu'elle avait écrit genre Freeze the Magic Number, justement. Elle prenait en photo le 3 dans la rue, partout, en fait. Et du coup, j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, j'adore ce numéro aussi. Et dès que je le vois, j'ai l'impression que c'est bon signe. Et du coup, elle m'a dit, mais moi, c'est pareil. Donc, comme quoi, je suis pas la seule. Je sais pas. C'est génial. Puis il y a le trio aussi. Ouais. C'est la un gros Trinité, chiffre. je sais pas, non, ça, mes grands-parents, ma famille habite à la Trinité, il y a 3, je sais pas, on est 3 sœurs, non, j'aime bien ce chiffre, il y a un équilibre je trouve beau.
Ouais, puis ça fait le E à l'envers. Ouais, ça fait ça fait le M aussi à l'envers, côté quoi. Comme Mira, on sait rien. Bon, après, on peut s'amuser à voir ce chiffre un peu partout, mais en tout cas, moi, c'est quand il apparaît dans la rue quelque part. Ouais, comme un clin d'œil un peu. Ouais, de manière un peu genre, je l'ai pas cherché, il apparaît devant moi. Comme par exemple, une personne qui va apparaître avec le gros chiffre 3. C'est des trucs comme ça. Je me dis. Ça peut faire un lien avec ce que je fais puisque tout ce que je dessine, c'est un peu des bosses et du coup, finalement, là aussi, il pourrait y avoir un 3 un peu partout dans mes dessins, quoi. Mais oui, moi je vais te dire, hein, donc je suis allée sur ton Instagram, ça m'a vraiment marqué. Je vais reprendre au départ. Donc épisode de Emily Gleason et là Jérémy dit faut qu'on interviewe Clémence Mira. Elle vient de débarquer sur le Patate Club. Son style, voilà, il accroche. Donc je vais sur ton Insta. Et effectivement, je trouve que tu as un style hyper percutant et dont on se souviendra à tout jamais. Tu vois les traits là qui font le volume de tes corps. C'est vrai qu'on peut retrouver presque on peut imaginer un peu ce chiffre 3 déformé ou les arrondis. Ouais. Enfin, peut-être des boyaux aussi. Oui, j'ai envie de te laisser essayer de décrire mon style parce que ce qui m'intéresse, ce que j'adore, c'est quand les gens essaient de décrire en fait ce que je fais parce que, justement, ça m'aide pour la suite à moi-même essayer d'expliquer un peu mon style. Mais c'est vrai que boyau, c'est souvent un truc qui revient. Nuage aussi. C'est marrant. En fait, c'est une ligne cabossée. Pour moi, c'est une ligne qui vibre un peu. C'est difforme. C'est pas en zigzag parce que zigzag c'est en fait il y a toujours une pointe. C'est une bosse quoi. C'est Oui, carrément. Et alors, moi, je pense, oui, assez boursouflée, quoi, assez pulpeuse, assez généreuse, un peu grotesque, des fois. Un peu moi, je pensais au terme dégingandé. Dégingandé, c'est comme ça qu'on dit, non? Je le notais tout de suite. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu les personnages d'Emily Gleason, ce style dégingandé. Oh, ça y est, je sais plus le dire. Et puis, il y a aussi, elle parlait d'Edika, tu sais, le dessinateur. J'ai relevé, moi, ce qui m'a attiré l'attention, c'est quand elle parlait de Bébé-Fesses. Je suis allée voir, en fait, alors ça, j'ai pas vu. d'une BD, un BDQ, du coup, c'est ça, qui parlait, où il décrivait que le style de cette personne était assez élastique et partait dans tous les sens. Et du coup, je suis allée voir et j'aimais bien aussi les corps assez voluptueux des personnages de cette BD. Mais alors, Edika, je vais juste regarder. Edika, en fait, c'est Fluide Glacial. Enfin, moi, c'est là-dedans que je l'ai découvert. Oh, mais oui, là, je viens de voir une photo. Ok, c'est bon. Tu vois. Ouais. Il faudra que les auditeurs regardent aussi en même temps s'ils connaissent pas, mais bon, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Génial. Et tu vois, ces personnages c'est marrant parce qu'ils sont pas juste eux, mais c'est comme s'il y avait une intention de nous toucher, ou tu vois, de se diriger vers nous. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, une sorte d'expressivité à outrance, et c'est aussi ce que je ressens dans ton style. Tes personnages vont se mélanger au paysage et qui prennent tous une intensité en fait dans le volume. Le volume est très décomposé par une multitude de traits, ce qui va lui donner énormément de complexité, mais en même temps c'est simple à lire. Enfin, on se dit pas, on comprend tout de suite en fait. Tu vois, c'est ça qui est. J'aime bien quand tu dis que ça, qui s'impose en fait. C'est vrai que les corps, parce qu'ils sont difformes, parce qu'ils sont boursouflants, ils s'imposent quoi. Ils sont hors normes, donc ils s'imposent au regard un peu. Et le fait que ce soit exagéré comme ça, pour moi, ça peut soit effrayer. Enfin, il y en a qui trouvent franchement mon style dégueulasse. Hein. J'ai même des amis qui m'ont dit, clairement, ils aiment pas mon style. Et en fait, tu t'en fous, non? Je m'en fous, mais en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que finalement, quand on voit mon style, ça plaît ou ça plaît pas déjà. Et en tout cas, ça marque soit de manière un peu négative, soit
de manière, enfin, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant que les corps comme ça, ils puissent s'imposer au regard des autres et qui peuvent gêner un peu. Les personnages Oui. peuvent un peu gêner et ça m'intéresse, ça, en fait. Oui, parce que finalement, leur présence est inévitable. On peut pas faire comme s'ils étaient pas là. C'est ça, peut-être un peu dans la ça. vie. Oui, mais les gens dans la vie, on peut pas les ignorer, ils sont là. Hein. Ouais. Et il y a des personnes qui sont moins représentées dans la culture mainstream et il faut les représenter aussi. Je trouve que du coup, ouais, c'est un peu ça que je recherche aussi, quoi. Moi, c'est les cultures un peu underground qui m'attirent depuis toujours. D'accord. C'est toujours les personnages décalés qui m'attirent. Les méchants dans les films. Quand j'étais petite, j'étais toujours amoureuse du méchant dans le film, quoi. C'est génial. ouais, c'est genre le cinquième élément là, comment il s'appelle l'acteur qui joue le méchant là avec son style. Oui. Il est rasé sur le côté et tout, mais moi, oui. J'étais genre waouh, je trouvais ça. Enfin, en plus, c'était, je crois, c'était pas Jean-Paul Gaultier qui avait fait toutes les costumes et tout de ce film. Ouais. Mais il y a des méchants. À un moment, il y a une fille qui apparaît avec le crâne rasé et un haut court avec plein de froufrous, de plumes et tout ça. Et tout leur style, quand j'étais petite, je voyais aussi les BD de mon père, Enki Bilal. Enfin, je pense que j'ai été vachement influencée par tout ça. Et en fait, ce style-là, il est né, entre guillemets, enfin, il est jeune, quoi. Il vient de tout, c'est un bébé encore, tu vois. Et j'essaie de l'explorer au maximum. Je m'amuse, en fait, vu que c'est comme une contrainte que je me mets, en fait, en me disant, en fait, tout ce que je dessine, c'est en bosse. Donc, en fait, c'est cool parce que des fois, je me dis, ah, tiens, une chaise en bosse, ça donne quoi? Et une plante en bosse, toute cabossée, ça donne quoi? Au départ, enfin, tout ce que j'ai dessiné, c'est surtout des visages et des corps parce que c'est ce qui me plaît le plus, en fait. Les humains, ça me plaît plus de les dessiner que des plantes et des buildings, mais enfin, ce style difforme s'applique à tout, en fait. Un peu comme l'impressionnisme, c'est un peu, ils dessinaient le monde à travers leur regard qui était vachement porté sur la lumière et les ombres et le mouvement. Et puis du coup, je trouve ça intéressant d'essayer de redessiner le monde, mais de manière difforme ou vibrante. Ou j'ai vachement dessiné de manière réaliste de base, toujours dessiné comme ça, et le fait de pouvoir dessiner de manière déformée, en fait, je trouve que on se libère en fait de codes esthétiques, quoi. Oui, mais comment ça t'est tombé dessus cette envie de casser en fait avec ce style t'avais un style assez académique, tu veux dire Bah à la base ouais, j'ai toujours dessiné sur mes carnets enfin je voulais surtout dessiner quelque chose de réaliste. C'était toujours un peu le même sujet, les cultures underground mais en fait c'était des visages que je dessinais souvent et c'est devenu de plus en plus difforme, mais à un moment dans mes études j'avais plus vraiment le temps de dessiner et quand j'ai terminé. Tu fais quoi comme étude? Alors en fait j'ai fait l'école de design de Nantes. En fait je me suis spécialisée d'abord en scénographie. Du coup, je dessinais beaucoup d'espaces. C'était plus ça, l'ambiance dans les espaces qui m'attirait. Le théâtre et tout, c'était des choses qui m'attirent encore aujourd'hui, quoi. Mais, enfin, dès qu'en fait, mon travail pouvait se rapprocher de quelque chose de culturel, de musical, de théâtral, ça m'attirait, quoi. Du coup, j'ai étudié ça et puis après, j'ai fait un master en Chine en design, en stratégie de design international. Okay. Et là, c'était beaucoup plus théorique, on va dire. C'était comment, en fait, adapter notre offre de design, quoi, à une culture différente et à une vision des choses différentes. Ça a dû être très fort, non, dans un pays qui est aussi différent. Oui, ouais. Mais c'était génial. J'ai adoré ces années-là à l'étranger. Mais pendant tout ce temps-là, en fait, je me focalisais beaucoup sur les études et plus trop sur mes petits gribouillis, mes petits dessins. D'accord. Et du coup, c'est en terminant mes études là, fin 2018, que j'ai commencé à redessiner un peu comme ça,
de manière un peu intuitive, sans but. Ouais. Et j'ai commencé à redessiner des corps un peu difformes. Et je sais pas, en fait, d'un coup, pour en revenir à ta question, du coup, d'un coup, en fait, je sais pas, je voyais bien que de toute façon, ce que je recherchais, c'était quelque chose des corps difformes, quelque chose de hors norme. Et du coup, c'est venu petit à petit, c'est la ligne qui était au départ un peu ondulée est devenue cabossée, en fait. Et quand j'ai commencé à dessiner des visages, j'ai d'abord commencé à dessiner des visages et ensuite ça a été des corps qui ont été cabossés. Et après, c'était des corps et des habits, des corps et puis des paysages autour, mais c'est venu petit à petit et du coup, voilà, j'en suis encore un peu à ce stade d'exploration finalement de mon style. Tu penses que tu es encore dans la découverte de ce que tu as commencé à expérimenter il y a quelques années maintenant? Là, je pense que je m'affirme un peu plus dans mon style, c'est sûr. Enfin, moi je trouve ça hyper affirmé. Voilà, je joue, enfin, je m'amuse bien avec ce style à voir en fait qu'est-ce que je peux dessiner de manière difforme et tout, mais c'est par contre en fait je pense que ce que j'essaie de comprendre aujourd'hui, c'est plus ce dont je veux parler. Ouais, parce que là j'ai des bases esthétiques qui me plaisent, mais je pense que je peux peut-être développer un peu plus mon univers en fait à ce stade et un peu plus ce qui entoure tout ce style en fait, et je cherche encore je cherche un peu encore le sujet de mes illustrations, le sujet principal, quoi, le thème. Ouais. Ou le propos, peut-être, c'est ça Le propos, oui, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est qu'en fait, j'ai remarqué chez certains illustrateurs, illustratrices, ils ont vraiment, ça tourne autour d'un même thème. Peut-être autour de la sexualité ou autour de la femme, autour de la nature, voilà. Et moi, je pense que c'est autour des cultures underground, mais je sais pas. J'aimerais bien développer un peu plus, mon propos, quoi, mon intention, comme. C'est amusant ce que tu dis parce que il y a un peu de courants, tu sais. Bon, ça, je simplifie à l'extrême, mais il y a ceux qui vont vraiment se spécialiser dans un sujet, tu vois, qui vont parler de féminisme ou de sexualité ou de la nature, de la planète. Il y en a qui vont pas forcément se concentrer sur un sujet. Et Emily Gleason, par exemple, elle, tu vois, elle disait, moi, j'ai déjà parlé de l'autisme. Je dis pas que je sais tout sur l'autisme, mais j'en ai parlé une fois, ça m'a suffi. Et là, je voulais parler des animaux, de à quel point j'aime les animaux. Enfin, tu vois, je pense que c'est complètement compréhensible que tu veuilles ça parce que tu te vois toi de l'intérieur et tu vois tout le potentiel et ce que tu as envie de faire de ce potentiel. En tout cas, de l'extérieur, ton style dit déjà quelque chose, en fait. Toutes ces boursouflures dont tu parles, je trouve que, comme on disait, ça en dit long sur ce que tu représentes et aussi le lien. Je pense qu'il y a, je sais pas, c'est ma lecture à moi, mais c'est ces bosses qui qui forment tes formes et tes paysages, donc un peu le fond et puis les objets au premier plan, on va dire, même si c'est un peu trop, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai l'impression que ça leur permet de communiquer aussi et de voir l'impact des uns sur les autres. Donc je trouve que déjà dans ton dessin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que déjà dans ton dessin, tu dis beaucoup de choses. Je suis contente. C'est ça. Oui, le style, comme il est difforme, déjà je prends une position. C'est sûr que il dégage déjà quelque chose, mais je pense qu'un peu plus de narration autour de ça, peut-être un peu plus de contexte en fait. Je comprends. Je pense que ça apporterait plus et ça me permettrait de rajouter une strate de réflexion en fait dans mon travail. Oui, puis t'en as envie. T'as envie de raconter des histoires. Je pense que j'ai envie de raconter des histoires. Je pense que j'ai besoin de m'exprimer, comme tout artiste en fait, exprimer quelque chose qui me tient à cœur. Par exemple, peut-être une histoire, peut-être l'histoire de quelqu'un d'autre. Je sais pas, mais des fois j'essaie de dessiner par rapport à l'actualité. Des fois, je pense que j'ai envie de raconter des histoires, c'est clair, mais laquelle, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. Le champ est vaste.
Le champ est vaste, oui, c'est pour ça. C'est qu'en fait, ouais, c'est un peu flippant d'ailleurs des fois parce qu'il y a tellement de choses à aborder et les gens s'expriment sur tellement de choses. Je suis curieuse un peu de tout et du coup, je sais même plus par où aller des fois, mais. Ouais, bah parfois les sujets apparaissent un peu comme ça. Enfin, tu sais, un peu comme ce chiffre 3 que tu reconnais. Ouais. Il y a peut-être un sujet qui va sortir du lot un jour et qui va t'occuper un bon bout de temps et. Je crois qu'en fait, grâce au fait qu'il y ait des gens qui me soutiennent comme toi aujourd'hui, comme mes amis au départ, ma famille, et comme il y a des gens qui s'intéressent et qui essaient, par exemple en fait là j'ai fait pour la première fois des expos cet été et il fallait pour la première fois que je décrive mon style et que je fasse une mini bio. Rien que faire ça et de s'interroger en fait sur qui je suis, ce que je fais, etc. Ça m'aide beaucoup déjà à avancer et à m'interroger en fait sur mon intention. Il y a aussi, tu sais, souvent on demande dans les dossiers la démarche artistique, et ça aussi c'est quelque chose qui est fondamental parce que ça permet de se résumer et même d'y voir plus clair parce qu'on est obligé de mettre en 10 lignes quelque chose qui occupe notre cerveau H24. Et c'est vrai que moi ça va souvent m'arriver d'être un peu perdue, tu sais, pareil, de me dire mais attends, où est-ce que je vais en fait? Est-ce que vraiment c'est ce que je voulais dire? Et parfois le fait de me ramener à ma démarche artistique, c'est pas que je souhaite pas la changer, elle va forcément évoluer, mais ça me permet quand même d'avoir un cadre sur lequel s'appuyer. Ouais, carrément. C'est ça. Ça évite le vertige parce que c'est souvent le vertige en fait. Oui, voilà. C'est un peu ça que je voulais dire aussi tout à l'heure sur il y a tellement de sujets intéressants et tout. Parfois, on se perd un peu sur ce dont on veut parler. C'est quoi la direction qu'on va prendre et tout, et carrément. Sachant que ça peut être très intéressant aussi, en fait, d'aller, de tâtonner, de prendre des voies un peu des tangentes, et en fait ça peut parfois nous permettre de retomber sur nos pieds en s'autorisant. Mais ce que je trouve génial, c'est que tu as choisi de t'amuser en fait. Très vite tu t'es dit faut que je... En fait le départ, le point de départ, c'est juste que voilà, je sortais de mes études, je cherchais du travail au départ je voulais chercher un travail. Alors en fait, j'ai terminé fin 2018. D'accord. Donc on va dire qu'en 2019, j'ai commencé à faire mes premières recherches, à construire mon site, à refaire mon CV, à chercher du travail un peu partout. Au départ, j'ai été très exigeante. Je voulais trouver vraiment une agence de design qui corresponde vraiment à ma vision, mes valeurs, etc. Sauf que ce genre d'agence, ce genre de petit studio indépendant, ça embauche pas souvent, quoi. Ouais. Et en fait, moi, à la base, je voulais continuer à chercher dans le design d'espace, en fait, parce que c'est ce qui m'intéressait. Et puis, j'ai commencé à avoir quelques interviews, etc. Et puis, bam, Covid, en fait. Ça a mis un peu de temps déjà pour que je comprenne que j'allais pas trouver le taf de mes rêves pour mon premier travail. Et en fait, à la fin, je commençais à avoir des entretiens dans des entreprises dont au moins les valeurs me correspondaient, mais peut-être pas le travail exactement, quoi. Et en fait, j'avais passé 7 entretiens avec une agence à Berlin, parce que je voulais aussi partir un peu à l'étranger. Et bam, Covid. Et finalement, en fait, en parallèle de ma recherche de travail, etc., je développais un peu mon style. Et c'était vraiment pour le plaisir. Mais j'ai eu des amis, un entourage qui a vachement cru en moi, en mon style, et ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en ça, en cette direction-là que je pensais jamais prendre avant, c'est-à-dire l'illustration. Je pensais pas forcément atterrir dans ce milieu-là, et plus j'avance, plus je me dis qu'en fait c'est là que tu te retrouves. Ouais, ça me correspond bien. C'est assez excitant en fait de suivre en fait ce chemin-là, cabossé, sinueux.
pas droit, un peu inconfortable. J'aime beaucoup. Ah, c'est bon. Tu ne recules pas devant la difficulté. Oui. Et du coup, je me suis lancée en freelance là officiellement il y a l'année dernière. Je commence à avoir des projets en design graphique aussi parce que je fais beaucoup de design graphique à côté. Et du coup, on commence un peu à m'appeler pour mon style et je suis trop contente que ah ouais, carrément. Jusque où cela pourra me mener, quoi. Ouais. Donc t'as commencé à balancer un peu ton book ou tes dossiers. Alors Azimut. Non, même pas en fait. Pour l'instant, ça a pas mal marché de bouche à oreille, quoi. J'ai pas mal d'amis qui travaillent dans le milieu culturel, dans la musique et dans des associations. Et en fait, là, du coup, je travaille beaucoup pour eux, que ce soit en design graphique ou en illustration. Et j'ai eu des coups de peau aussi, des rencontres qui m'ont amené des projets super cool, comme par exemple le magazine que j'ai fait dernièrement là. J'ai rencontré Antoine qui travaille chez Brain dans un bar à Nantes et puis je savais même pas qu'il travaillait chez Brain et puis il a découvert mon travail et son ami à côté a dit mais ça fait trop Brain et du coup moi comme je suis assez fan de Brain depuis très longtemps j'ai fait quoi? C'est génial. Bah ouais, en plus c'est vraiment l'univers, tu vois, qu'ils ont qui est très décalé et tout et bah je trouve que ça correspondait bien avec mon style aussi donc il y a des projets comme ça qui tombent franchement ça fait trop plaisir là. J'espère que ça va durer encore longtemps mais après il faudrait que je commence à envoyer un peu Non, mais je disais ça, c'était un peu maladroit parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, moi, je trouve que c'est génial si tu arrives à avoir des projets, s'il y a des projets qui arrivent à toi par le bouche à oreille ou par la rencontre, ça veut dire que tu as quand même une certaine disponibilité et c'est hyper encourageant, je trouve, parce que balancer comme ça, c'est dur parfois c'est tout un travail de cibler le média. Auprès de qui est-ce qu'on veut communiquer donc si ça correspond c'est sûr que pour l'instant j'ai eu des projets qui correspondent au genre de milieu pour lequel j'aimerais travailler donc milieu culturel, milieu musical, etc. Mais de toute manière il va bien falloir quand même que je commence à faire ce travail-là de repérer en fait pour qui d'essayer de voir le schéma en fait de personnes à qui mon style pourrait plaire parce que aussi mon style ne passe pas partout je sais pas si par exemple je pourrais faire une illustration sur la beauté par exemple. Est-ce que je sais pas sur les magazines un peu de bien-être, beauté, je sais pas par exemple est-ce que mon style là-dedans, je suis pas sûre. Est-ce que t'en as envie? Après non peut-être pas je sais pas trop un mot qui est vraiment Elle magazine mais par exemple en tout cas c'est ce qui est sûr c'est que je peux essayer de cibler pour qui je pourrais à qui mon style pourrait plaire mais aussi je peux très bien cibler à qui ça ne plairait pas justement quand c'est trop décalé comme ça des fois c'est encore une fois ça ne plaît pas à tout le monde quoi. Ouais, mais c'est très bien. Ça permet de faire quelque chose, d'aller dans une niche en fait, dans un sujet où on est sûr, à l'inverse, de correspondre en quelque sorte. Mm-hmm. Oui, mais comme tu dis, c'est une niche. Alors les niches c'est bien et en même temps c'est petit, y a pas, je veux dire, c'est pas mainstream. Donc, est-ce que à un moment j'aurais plus assez de demandes parce que justement j'aurais tout épuisé mon réseau et que du coup mon style il passe pas avec tout. Est-ce que ça me fait perdre des projets Ouais, je suis pas visionnaire, mais ce que je pense c'est que tes projets vont t'amener aussi à évoluer et en quelque sorte à t'adapter et puis ça va te permettre d'autres découvertes. Je pense qu'avant d'avoir épuisé, le monde est vaste, donc. Oui, c'est vrai. Non, c'est clair. Après, je suis pas très bien placée pour te dire tout ça parce que je travaille absolument pas dans le monde de l'illustration. On se demande ce que je fais là. Non, mais
Mais voilà. Tu fais de la peinture? Ouais, je fais de la peinture. Enfin, peinture et gravure et dessin aussi. Je m'y mets de plus en plus au dessin. Mais j'ai commencé par la peinture, ouais. Et c'est un milieu niche, justement. Moi, je pense que le métier de peintre en soi, oui, je dirais que c'est une niche parce que c'est pas évident. Faut pouvoir. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est très rémunérateur. Donc, à moins d'être célèbre, et puis les gens célèbres, ça court pas les rues. Ouais. Les métiers créatifs en général, c'est pas facile de. Oui, et puis c'est aussi ce qui me plaît. Enfin, je pense que si. Enfin, en fait, moi, j'ai pas toujours été artiste professionnellement. Je m'y suis mise à mes 33 ans, après avoir travaillé... 33, c'est un peu chiffre. Ouais, t'as vu ça? Et moi aussi, j'aime beaucoup le chiffre 3. Ouais. Ouais, après avoir eu mon 3e enfant, tu vois. Ah. Et là, ça fait 33 minutes qu'on parle. Génial. Ouais, en fait, tu vois, je faisais de la gestion de projet dans une boîte d'assurance. Donc, D'accord. Vraiment, j'ai fait un gros virage. Je pense que je faisais le boulot le plus basique qui soit, dans le sens où t'apprenais une certaine manière de faire, et puis ensuite tu déroules un process et voilà quoi, c'est bon. Enfin, ça demande une certaine qualité, mais je veux dire qu'il y avait zéro créativité, et ça c'était vraiment dur. Et j'ai eu la chance de pouvoir mettre fin à mon boulot parce que mon mari créait sa boîte, et c'était possible pour moi de me poser ce genre de questions. Et donc ça m'a amené, tu vois, petit à petit à la peinture. En fait, j'ai pas décidé brutalement de faire ça, mais c'est devenu une possibilité. Et Vous faisiez pas du tout de peinture avant, en fait? Non, je bricolais, tu vois. Trop bien. En quelque sorte, autodidacte. Ouais. Bah, j'ai pris des cours avec un peintre argentin, parce que on a vécu en Argentine quelques années. Ouais, génial. C'était un choix de vie qui correspondait à notre. C'était bienvenu dans notre vie, en fait. On se disait que on avait envie que nos enfants qui étaient encore jeunes aient cette chance de découvrir d'autres cultures. Quel âge, si c'est pas trop indiscret? Non. Et à l'époque, ils avaient 4 et 2. Et donc ensuite, on en a eu un 3e en Argentine. Et vous êtes resté encore longtemps en Argentine après? On est resté 4 ans et demi. Wow. Et après, il fallait rentrer pour le boulot. C'est hyper bénéfique pour les enfants je trouve de pouvoir dans un autre environnement au départ. J'ai vécu la même chose aussi. T'étais en Chine? J'étais en Chine de 2007 à 2009 quand j'étais plus jeune, parce que mon père avait un travail en fait en Chine, du coup, Guangzhou. Et en fait, on a vécu en famille pendant 2 ans là-bas, et pour moi, ça m'a ouvert de ouf sur le monde. Et enfin, c'est sûr que d'avoir eu cette chance de vivre à l'étranger aussi jeune, ça va. De toute façon, ils seront beaucoup plus, ouverts et curieux, je pense. Ouais. Et puis et puis je pense que pour revenir à l'aspect créatif, ça ouvre énormément de champs, en fait. Le champ de la créativité est vaste, parce que on a vu plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu, qui nous ont bousculés, et je trouve que graphiquement ça bouscule, en fait. Oui, c'est sûr, c'est clair. Pareillement, les temples que je voyais en Chine et tout, les paysages, la culture différente. Je côtoyais des jeunes filles du coup de mon âge, plein de nationalités différentes, des coréennes, allemandes, yéménites, japonaises, américaines, taïwanaises. C'était rigolo. C'est une belle étape de la vie de pouvoir voyager. En fait, il faut absolument voyager, parce que ça, visuellement, en fait, ça t'apporte tellement et ça me manque beaucoup d'ailleurs avec le Covid là. Ouais. De voir autre chose que ma rue et ma ville de Nantes, qui est cool, mais j'aimerais bien justement me redynamiser un peu tout ce que je vois, et pour m'apporter un peu plus d'inspiration, quoi. Ouvrir d'autres fenêtres, ouais. Ouais. La langue y est pour beaucoup aussi, parce que on pourrait se dire, même en France, tu peux faire plein de choses, mais il y a
il y a quelque chose qui arrive avec, déjà l'ambiance d'un pays qui peut être différente, qui se sent, je trouve, dans l'air, ça se palpe. Et aussi dans le mur, non, le mur de la langue, la barrière de la langue, c'est ça que je voulais dire. Ouais, en Chine, pour le coup. T'as réussi à apprendre quelque chose ou c'est vraiment En fait, j'ai ressassé comme j'étais partie de 2007 à 2009 là en Chine, étant ado. Ouais. En fait, j'étais d'abord dans une école internationale, donc ça parlait que anglais dedans, et il fallait d'abord que j'apprenne à parler anglais. Avec mon niveau de 4e, 3e, j'étais pas au top du tout, et quand j'ai commencé à maîtriser l'anglais, à force de pratiquer, à force d'être entourée par des gens qui parlaient anglais, j'ai commencé à apprendre les bases de chinois. Okay. Et puis après, en fait, j'ai ressassé un peu ces bases au lycée ensuite, parce que j'ai pris option chinois. Donc j'ai réappris les bases. Et quand je suis retournée plus tard là pour mes études à Shanghai, personne n'avait appris le chinois avant, du coup j'ai réappris encore ces bases. Mais en fait, comme on devait parfois pour nos recherches de projets aller sur le terrain et poser des questions aux gens, en fait on devait faire l'effort de poser des petites questions, et puis même dans la vie de tous les jours. En fait, plus j'entendais les mêmes mots, les mêmes constructions de phrases, plus en fait j'ai l'impression que si j'étais restée encore là-bas quelques années, je pense que j'aurais bien appris le chinois, quoi. Parce qu'il y a quand même une certaine logique assez simple. Finalement, c'est difficile, ça s'est dit très très différent, et c'est très logique aussi. Bon. On s'éloigne un peu peut-être du truc, du sujet, mais. Ouais, c'est clair, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais bon, on va essayer de raccorder. Au pire, je couperai tout ce passage, on se gardera pour nous. Ouais, bien, ouais. Mais non, mais c'est hyper riche. On s'était pas parlé avant, donc c'est pour ça on a envie de se connaître aussi, c'est normal qu'une discussion. Et puis c'est aussi ce qui explique comment on s'est construit et ce qui nous a amené à faire ce qu'on fait. Du coup, je regarderai tes dessins avec un œil nouveau, tu vois, le fait que tu aies eu cette expérience en Chine. Ouais. En fait, peut-être que cette expérience-là en Chine a juste renforcé ma grande curiosité pour l'homme, l'humain. Ouais. C'est quelqu'un qui m'avait fait la réflexion en regardant l'ensemble de mes dessins que j'avais exposés cet été, et elle m'avait juste dit, mais en fait c'est super humain, quoi. Il y a des humains partout. Carrément. Ouais. C'est clair que c'est un peu mon sujet, quoi. Mais oui, parce que tu vois, on parlait de la barrière de la langue, mais je pense que c'est justement ça toute l'idée, c'est que c'est pas. Tu vois, tu me disais, on était obligé c'était important qu'on sache dire quelques mots pour s'adresser aux personnes qu'on croisait et à qui il fallait qu'on pose des questions. Et si j'étais restée plus longtemps, j'aurais parlé chinois parce que c'est une langue que j'avais fini par comprendre. Et c'est exactement ça toute la démarche, c'est de partir d'une langue qui est complètement inconnue et qui semble incompréhensible pour par les mots et par la parole arriver à aller vers l'autre et être touché. Et oui, c'est une belle. Je vois le parallèle. Tu veux dire entre l'art visuel et qui vient toucher à l'inconnu. Ouais, je pense que de la même manière qu'on parle pas tous la même langue, donc c'est flagrant quand on est à l'étranger, tu vois, de la même manière on a cette nécessité de se comprendre quand on se rencontre. Et je pense que le parallèle il est dans l'art, dans ce qu'on va représenter graphiquement, qui peut sembler abscon pour certains. Enfin, tu vois, ce que d'ailleurs tu me disais, mon style, il en dérange certains. Mais peut-être que s'ils prennent le temps d'en parler avec toi, de comprendre pourquoi est-ce que toi tu t'exprimes comme ça peut le rendre. Déjà, ça le rend touchant et du coup, ça le rend appréciable. Je pense que il y a beaucoup de choses comme ça, de formes d'art, même de formes de musique qu'on comprend pas au départ et il suffit de faire quelques recherches un peu sur l'histoire de comment c'est né, etc. Et dès qu'on comprend le contexte, en fait, ça permet certainement de mieux apprécier certaines formes d'art, c'est clair. Ouais.
Et donc, pour boucler avec l'étranger, c'est ça qui peut faire aussi la richesse d'une expérience. C'est le fait d'aller justement dans tout ce que le mot étrange représente, quoi. De fort et de riche. Le mot étrange, ouais, j'aime trop ce mot. Mais oui, moi, c'est dans l'étrange qu'il y a du beau. Dans ces choses qui nous semblent toutes nouvelles et inhabituelles. Bah oui, parce que sinon, si on vivait dans un monde où, c'est comme quand on va marcher et qu'on fait toujours la même balade, au bout d'un moment, t'as envie de voir autre chose, non? Enfin, le monde est bien plus grand, bien plus vaste, ou quoi. Ouais, c'est comme ces personnes avec qui tu vas être amené à travailler. C'est que, a priori, tu te dis, mais qui va vouloir de mon style et moi, qui est-ce que je vais trouver? Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que on peut absolument pas savoir et c'est ça qui est super. C'est un voyage créatif. Ouais. Moi qui me plains un peu de pas pouvoir bouger en ce moment, avec le dessin en tout cas, avec ce nouveau travail, on va dire, l'impression déjà d'ouvrir plein de portes, de rencontrer plein de monde grâce à ça. C'est génial. Ouais, et puis c'est ton médium, quoi. C'est ta manière d'entrer, de découvrir l'autre. Oui. Carrément. C'est mon médium, moi, qui me permet de me connecter à d'autres personnes, c'est clair. Par exemple, là, si tout se passe bien, si le monde n'explose pas, en avril, je vais aller dans une résidence artistique à Vienne. Ah, génial. En fait, je pensais jamais faire une résidence artistique. C'est vrai? Mais c'est une personne qui a vu des posters que j'avais fait pour une DJ chinoise, Cora, qui suivait donc son Instagram, qui a vu des posters à moi et qui a commencé par me suivre, qui m'a proposé en fait de venir à Vienne parce que lui, il travaille sur le thème de la danse et de la danse en temps de crise, la danse dans les milieux underground et du coup, comme il a vu que souvent mon sujet, ça tournait un peu autour de ça quand même, autour de la danse, autour des corps de danse qui se libèrent, qui s'affirment, qui s'émancipent à travers les cultures underground en fait. Du coup, il m'a proposé de venir en fait travailler avec lui parce qu'il va faire une expo autour de ça et de venir avec lui travailler sur les affiches, les posters, les visuels pour la promotion de son event. En gros, depuis 2 ans là, j'ai juste envie de voyager, de faire quelque chose. Je me suis lancée petit à petit dans le dessin, puis je me suis affirmée en me lançant en freelance. Et là, une personne me suit à travers Instagram grâce au style qui lui a plu et puis et il m'invite à Vienne. Donc finalement, tout ce que j'attendais s'est réalisé grâce à ça, quoi. Ouais, sachant que toi, tu t'es pas focalisé sur une résidence, tu t'es plutôt focalisé sur ton travail et cette personne est venue te chercher. Enfin, il y a un côté triangulaire, quoi. Oui, pour moi, c'est super, quoi. Et puis cette personne-là, elle a l'air très 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 intéressante. J'ai l'impression que on va pouvoir discuter des heures et des heures de la danse et de la musique électronique et de plein d'autres choses. Et j'ai hâte de rencontrer cette personne. J'ai hâte de rencontrer tous ses amis. C'est hyper excitant. Ouais, non, je suis trop contente. C'est clair que c'est notre travail quand il touche, c'est un médium qui permet de rencontrer en fait, de communiquer, de rencontrer d'autres personnes et ça c'est génial. Ouais, c'est carrément. sûr. Et j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien je trouve ça génial que ça se passe comme ça. Bravo. C'est gentil. Ce que j'ai envie de te dire. Non, mais c'est génial. Tu obtiens déjà les fruits de ton travail. C'est hyper encourageant, je trouve. C'est très très encourageant et pourvu que ça dure, quoi. Mais en tout cas, oui, c'est alors que je commence à m'affirmer et dans mon travail, ça fait plaisir qu'il y ait des choses comme ça, un peu sorties de nulle part, qui arrivent, quoi. Enfin, je veux dire, quand j'ai reçu ça, tu dis Happy New Year, tu viens à Vienne. J'avais le Covid avec ma sœur et on était là à morfler et là je vois ce message-là, et j'étais non mais c'est génial, c'est juste génial, quoi. Et tu me parlais
du théâtre, tu sais, tu me disais, donc t'es à Nantes depuis un petit bout de temps. Il y a plein de patates à Nantes. Et il y a notamment plusieurs patates qui sont aussi dans le théâtre et qui sont à Nantes. Tu vois, il y a trop bien. Ouais, David en parlait. C'est un peu un des sujets du moment sur Discord. Ouais. J'ai pas trop vu que je suis toute nouvelle patate, j'ai pas encore tout vu des sections de Discord. Bah ouais, c'est clair. Comment t'as connu Sens Créatif? Eh ben, je cherchais un podcast. En fait, je cherchais un podcast à écouter qui puisse en fait m'inspirer pour dans mon travail, m'aider à me lancer un peu dans la freelance et tout. Et j'ai tout simplement fait des recherches et je suis tombée comme ça par hasard dessus. Ok. Parce qu'au départ, j'écoutais un podcast en anglais, un peu dans le même style, mais pas vraiment. C'est l'autrice de Eat, Pray, Love. Okay. C'est un bouquin qui en fait invitait des gens qui essayaient de se lancer dans leur art mais qui avaient un peu de mal et du coup elle leur donnait des conseils et je cherchais un peu la même chose mais en France et je suis tombée comme ça sur Sens Créatif. D'accord. Donc belle découverte. T'as écouté plusieurs épisodes. Tu te souviens un peu desquels t'as écouté ou? Alors les premiers, j'ai écouté d'abord L'homme le plus flippé du monde parce que j'avais vu ces BD, ils m'ont fait marrer parce que moi-même je suis assez anxieuse dans la vie. Ouais. Et du coup là c'est. Ça t'a parlé? Ça m'a tellement parlé, tellement fait marrer. Et quand j'ai vu qu'il avait fait un podcast, une interview avec vous, et ensuite j'ai écouté Delphine. Ah oui. Et là, ça m'a trop donné la patate justement. Enfin, son parcours est incroyable et elle travaille dans le milieu de la musique. Elle a été à Montréal et j'ai aussi été un petit peu à Montréal et tout. Et du coup, il y avait des parallèles qui m'intéressaient beaucoup. Et waouh. Et puis j'ai entendu plein de choses. J'ai noté plein de choses très intéressantes et motivantes parce que on voit que même quand on a un certain succès et tout, il y a quand même, ça vient pas comme ça. Et puis il peut y avoir des doutes même à ce niveau-là, quoi. Ouais, la problématique reste la même. Ouais, la problématique reste la même. Et surtout, ce que je me rends compte, je pense que une des choses les plus importantes dans le milieu créatif et dans le milieu de la freelance, en fait, c'est le temps. Comment gérer son temps entre vie personnelle et travail. Et ça, c'est un truc que je commence à me dire, ouais. Ok. Ouais, parce que les frontières sont poreuses. Il y a même pas de frontières. Oui. Et justement, Delphine, elle en parle dans son podcast. Puis maintenant, elle a le luxe de pouvoir choisir tous les projets qui lui plaisent au moins à 90%. Il y a du chemin, hein. Il y a du chemin, mais en tout cas, il y a beaucoup de travail entre ses débuts et puis là où elle en est maintenant. Mais c'est un peu la question. Enfin, c'est un peu la problématique number one, j'ai l'impression, quoi. Ouais, c'est l'autre aspect du temps. C'est on peut pas aller plus vite que la musique. Je trouve que parfois ça demande beaucoup de patience parce que on a envie d'aller super vite, quoi. On a envie que ça fuse. Et en fait, d'une part, on peut pas accélérer nos dessins, on peut pas les automatiser. Et heureusement, notre démarche c'est pareil, ça demande du temps pour se construire. Et puis les gens en face, ils sont pas toujours aussi rapides. Enfin, ils sont pas toujours là. Il faut aller les chercher. Il faut prendre le temps de les intéresser, de les solliciter. Enfin, de travailler avec eux, ça prend du temps, quoi. Ah oui, et puis aussi par rapport à la technique. Là, toi, tu peins, donc la peinture en soi, c'est un médium qui prend du temps. Ce qui m'avait aussi interpellée d'ailleurs par rapport à Emily Gleason et justement. Vu qu'on aujourd'hui dans le monde créatif, il faut aller vite. On a tendance à utiliser tout de suite les outils qui permettent d'aller plus vite. Donc moi, par exemple, je suis inséparable de, ma tablette graphique. Je l'utilise tout le temps, quoi. Elle disait justement que ça lui manquait de pas pouvoir toucher quelque chose, de toucher la matière, quoi. Et elle justement, elle disait qu'elle allait se mettre à la peinture et moi j'aimerais bien plus tard justement avoir le temps de retoucher, juste de peindre. Attends pas plus tard. N'attends pas. Non. C'est pas facile, hein. Quand t'as des
à rendre tout le temps. Là. Quand t'as des quoi, tu dis? Quand t'as des projets à rendre souvent, quoi. Tout le temps, Ouais, c'est clair. Quand c'est assez dense. En fait, moi, j'ai réécouté, tu sais, là, je prenais le train, donc je me suis dit, bah tiens, je vais réécouter l'épisode, le premier d'Emily Gleason, comme elle était déjà passée. Donc là, elle passait après avoir été... Enfin non, c'était après Tête de rôle de Coco, mais c'était en 2020, tu vois, donc c'était quand même 2 ans après, je crois. Et en fait, elle expliquait qu'elle est hyper impatiente de caractère et qu'elle peut pas passer plus de 2 heures sur un dessin. Ah oui. Et je pense qu'il y a aussi une nature, tu vois, c'est que moi, je sais que ce que j'aime aussi dans le papier ou dans la méthode, on va dire plus traditionnelle, c'est qu'en fait, ça demande du temps en soi. Je me perds littéralement dans ce que je fais. Enfin, je veux dire, je me complais presque dans l'acte. Tu vois, dans l'acte de dessiner ou de peindre. Le fait que la peinture à l'huile ne sèche pas tout de suite, ça permet de tester des choses parce que j'ai aussi cette impatience qui fait que je vais pas attendre qu'une couche sèche pour aller mettre la suivante, tu vois. En fait, c'est ça qui est sympa, c'est quand on rentre un peu en collision avec les techniques, hein, quand notre nature, en fait, notre manière d'être rentre en collision avec les techniques qui va amener notre patte. Carrément. Mais je crois quand je t'écoute là, quand tu te perds dans ta peinture et ça me fait rêver là. J'ai envie d'être, je sais pas, de prendre mon temps. Mais justement, le confinement nous a tous un peu aidés à nous rendre compte de ça, du fait que le temps pouvait être plus lent. Mais ouais, c'est sûr que quand je vois tes dessins, j'ai l'impression que tu passes du temps quand même. Je passe du temps dessus. Tu trouves? Oui, c'est sûr, mais j'optimise mon temps avec la technique. C'est-à-dire que si là je devais dessiner tout ça à la main, ce serait beaucoup plus agréable, mais je mettrais beaucoup plus de temps en fait. Ah ouais, pour ne pas. Mettons là, si je rate un trait et que je fais ça au feutre, parce que mes courbes, des fois je les refais. Elles sont pas assez. D'ailleurs, je sais pas trop. Enfin, c'est une intuition, tu vois, parce que du coup, je m'impose que certaines courbes soient plus jolies que d'autres. J'ai vu que j'expérimente ce style tout le temps. Bah, il y a des fois où j'ai l'impression que la courbe, elle est pas assez au niveau du bras, elle est pas exagérée ou elle est trop droite. Du coup, des fois, je refais plusieurs fois la même courbe. Hein. Ouais. Et en fait, si j'étais à faire ça au crayon de bois ou au feutre, faudrait que. En fait, je pourrais le faire, mais je mettrais juste beaucoup plus de temps. Et par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de projets de design graphique et à côté de l'illustration, du coup, j'ai pas beaucoup de temps de dessiner juste pour moi, juste pour le plaisir. Et du coup, quand j'ai du temps pour moi, je me dis en fait c'est soit tu profites du soleil dehors, soit tu dessines un truc pour toi, mais à ce moment-là si tu dessines un truc pour toi, faut que tu le dessines vite tant qu'à faire, comme ça tu peux aussi profiter du soleil dehors. Et du coup même quand je prends un peu de temps pour moi pour dessiner pour moi, je je me dis voilà, pour moi c'est le temps, c'est un truc c'est vraiment l'impression que c'est là que je vais devoir et vraiment apprendre à m'organiser et à me gérer en fait ce temps quoi. Ouais. Et justement en écoutant Sens Créatif, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui revenait souvent, ce sujet-là. Ouais, d'ailleurs ça fait partie en fait tu sais au départ Jérémy dans Sens Créatif, il faisait des monologues et par la suite il a interrogé des gens. Ouais, les tout premiers épisodes, c'est des monologues sur des gros sujet assez deep stuff, tu vois. Il y a notamment trouver son rythme. Et donc moi je l'ai pas encore écouté cet épisode, mais tu vois là je me dis on en parle et il faut qu'on je crois que je vais aller l'écouter. Pour moi le temps c'est quelque chose qui évolue sans arrêt. Il y a des semaines en fait où j'ai envie d'être hyper disciplinée, suivre une routine, tu sais, genre limite heure par heure. Et en fait, en ce moment, c'est plutôt, je balance tout ça et je me dis, je veux que tout s'intègre, en fait. J'ai envie d'avoir du kiff dans tout ce que je fais, que ça soit aussi bien faire un dessin que répondre à une candidature, que étendre mon linge, que être avec mes enfants. Tu vois, j'ai envie que tout ça soit du pur plaisir. Donc, la pression peut être un peu énorme. Tu veux dire que tu veux être présente à 100% dans tous ces moments-là? Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, à chercher à optimiser mon temps,
Il y a des sujets que je veux presque rayer de ma carte temporelle pour qu'ils prennent plus une seule minute de mon temps. Et en même temps, je me dis, ouais, mais c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Par exemple, mettons que je veuille arrêter de préparer un dîner. Tu vois, si pour moi c'est important de préparer quelque chose à manger plutôt que de l'acheter tout fait, je vais pas faire ça. Donc, ça implique qu'en fait, je retrouve le goût de faire ces choses qui demandent du temps et de faire en sorte que le temps retrouve un peu de son sens parce que il est passé de manière conforme à ce que je veux. Tu vois ou pas un peu? Oui, mais ça m'intéresse. Enfin, c'est génial ce que tu dis là. C'est juste une façon de voir les choses en fait. C'est un peu une porte de sortie, tu vois, pour échapper à cette panique. Auto-pression là de. Oui, carrément, je vois ce que tu veux dire et je trouve ça méga intéressant en fait. Mais après c'est propre à la situation de chacun. Donc je sais pas, tu vois, chacun le met à sa sauce et selon son rythme. Mais c'est je trouve ça dur de faire des choix. Bah non, mais pour moi ça rejoint un peu vraiment l'idée d'être présent en fait, aussi vraiment là dans le moment. D'être à ce qu'on fait, ouais, carrément. Parce que c'est quand de cuisiner quelque chose, d'éplucher son oignon et de pleurer comme pas possible à cause de l'oignon et faut juste apprécier tous ces moments-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est oui, carrément, c'est juste après. Pour pas qu'ils deviennent tout de suite du passé, en fait, parce que, c'est les mêmes mots, quoi. Être présent à quelque chose et être dans le présent, ça se rejoint. Ouais, carrément. Et en plus, de toute manière, moi, j'ai tendance à être nostalgique. Alors, de toute manière, je sais que même les moments là que je passe, où j'ai l'impression que j'en peux plus parce que je bosse trop, en même temps, tout autour de moi, les choses se passent plutôt bien et en fait je sais pas, je sais que plus tard je regretterais de plus être dans ce moment-là où finalement tout allait bien. Je sais que c'est souvent comme ça. Il faut de toute manière essayer d'apprécier au maximum tout ce qu'on fait parce que je suis hyper d'accord avec toi, c'est exactement ça. Je crois qu'il est là le constat de départ. C'est plus tard je vais avoir envie de retourner à ce moment-là, donc autant le vivre maintenant comme j'ai envie de le vivre. Ouais, carrément, complètement d'accord. Et dessiner en allant, en sortant, profiter du soleil, c'est possible? Ah, waouh! Je crois que je viens de comprendre le sens de la vie là. Mais oui, c'est clair. Ou même quand par exemple pour un projet quand on doit commencer à chercher des concepts et des idées, pourquoi pas le faire dehors aussi à ce moment-là. Surtout que c'est en étant dans la vie qu'on fait tourner la roue, je trouve. Oui. C'est la petite roue dans la tête là qui. C'est un peu un truc dont je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est que des fois je m'autorise même pas de sortir parce que je me dis que j'ai pas le temps, il faut que je termine absolument tout et je suis assez exigeante. D'ailleurs, c'est un peu un problème aussi quand t'es en freelance, c'est que t'es un peu face à toi-même, t'es ton propre patron, sauf que, le pire patron que tu puisses avoir, c'est toi-même, en fait. Et, ouais, c'est vraiment dur. Ouais, et du coup, je me suis rendu compte que des fois, je m'autorisais pas de sortir, et en fait, des fois, si je le fais, parce d'ailleurs, des fois, on me l'impose un peu, on dit, mais Clémence, tu vas sortir, tu vas faire une petite balade. Ouais. Et en fait, je le fais, et tout de suite, ça me débloque des idées, donc c'est clair que de voir autre chose, ça peut toujours débloquer des choses, hein, c'est clair. Mais ouais, tu me fais penser à deux choses là. Dans mon ancien boulot, justement, dans mon ancienne vie, j'étais stagiaire et mon boss était super bon. Il était vraiment très formateur. Et donc, il me faisait répondre à tous les mails qui impliquaient pas mal de monde dans la boucle. Tu sais, ce genre de mail hyper politique où en gros, t'as intérêt à le tourner de la bonne manière, sinon tu te fais aligner. Ouais. Donc, il me faisait faire cet exercice et c'était assez dingue. Et en fait, ce qu'il faisait, parfois, il était bloqué, il disait, bon, attends, je vais pisser. Il allait pisser, il revenait avec sa solution, tu vois. Genre, je vais faire autre chose parce que là, je suis en boucle.
Et donc la deuxième chose à laquelle je pense, et ça se rejoint, c'est Emily Gleason qui dit non mais moi quand je me mets au boulot je vais pas m'arrêter. Donc à la fois elle dit qu'elle va pas passer trop de temps sur une image, mais en même temps une fois qu'elle est au boulot, elle pense plus à se nourrir ni à dormir. Enfin vraiment. Ça m'est déjà. Et qu'elle avait un chien. Parce que le chien, elle est très contente d'avoir un chien, elle aime son chien, mais en plus il lui permet d'avoir un rythme, tu vois, parce qu'il faut le sortir, il faut, ça te ramène à la vie en fait ces choses-là. Carrément. Bah ouais. Et ça me fait aussi penser au voyage, tout simplement encore, quand on y retourne, c'est la boucle est bouclée. Ouais. Mais voilà, d'être ailleurs, je trouve que ça booste vraiment encore plus, ça permet de juste d'avoir beaucoup plus d'idées et de se débloquer à fond, quoi. Ça booste la créativité, ouais. C'est pour ça qu'à Vienne, là, j'ai juste hâte de travailler et d'ensuite faire une petite balade là dans la rue et observer tout ce qui se passe autour. Je pense que j'aurai le sourire jusqu'aux oreilles et t'auras la banane. Ouais. Là, j'aurai la banane, ouais, ou la patate d'ailleurs, tiens. La patate, ouais. Ouais, du coup, j'étais partie sur le théâtre parce que je voulais te demander, est-ce que tu fais du coup du théâtre? Parce que tu me parlais de ça au départ. Je n'en fais pas, mais j'ai envie d'en faire. Okay. Je suis très envie d'en faire, en fait. J'ai l'impression que, ça me plairait beaucoup et ça m'aiderait aussi à prendre un peu confiance en moi quand par rapport aux échanges sociaux, quoi. Je veux dire, me sentir plus à l'aise quand il y a du monde et tout. C'est pas que je me sens pas, je suis agoraphobique, c'est ça le mot. Ouais. Non, parfois j'ai l'impression d'être pas très à l'aise et que socialement, je veux dire. Ouais. Donc je pense que le théâtre aussi, le fait d'être sur scène, le fait de s'exprimer, de devoir crier s'il faut, ça va faire trop du bien, quoi. Donc ouais, c'est une des discussions qu'on avait sur Discord en lien avec le théâtre et l'impro et même aussi les podcasts. C'est très complémentaire avec la pratique des arts visuels parce qu'on est dans l'expression vocale et ça fait appel à d'autres zones de la créativité, d'expression, ouais, de la créativité et puis scénarisation de. Ouais, et puis je pense que c'est pas anodin si on est là dans nos pratiques artistiques respectives. Si on a choisi quelque chose de visuel, c'est aussi pour offrir la possibilité à l'autre d'interpréter. Tu vois, au début, tu m'as dit vas-y, ça m'intéresse que tu me dises ce que tu penses de mes dessins. Et moi aussi, c'est ce que je recherche. Tu vois, j'ai pas du tout envie d'imposer un discours, une intention. J'ai mon intention, ça c'est sûr. Mais ce qui me plaît, c'est d'accueillir ce que ressent l'autre. C'est tellement plus enrichissant, en fait, d'entendre l'autre, de voir en quoi ça l'a touché ou à quoi ça lui fait penser. Je trouve que c'est très, très enrichissant. Ouais, c'est plein de surprises et ça nous montre à quel point on a tous notre regard et notre vécu. Et du coup, c'est vrai que le théâtre nous permettre de compléter nos besoins de s'exprimer, parce que je pense qu'on a un besoin énorme de s'exprimer. Bah, si tu veux, je pense que Laurent, il te mettra en contact avec les patates de Nantes. Je veux bien. Et puis, il y a des patates qui font du théâtre à Nantes. Moi, je voudrais. Ouais, carrément. Bien rejoindre le crew. En fait, ouais. Donc, je voulais te faire un petit panorama de Discord. T'as toute une première partie qui est dédiée à Sens Créatif avec les épisodes passés et à venir. T'as un espace de discussion du dernier épisode. Tu peux suggérer aussi des personnes que t'aimerais entendre en interview. Et après, il y a toute la partie Patate Club avec plein d'axes différents. Il y a des axes très pratiques, tu vois, comme les ressources créatives. Trop bien. Excuse-moi, parce qu'il y a mon fils qui monte. Attends. Tu vois, il y a toute une partie pratique sur à la fois les outils et à la fois les interlocuteurs avec qui on peut être amené à travailler quand on est illustrateur. Et après, il y a une partie que j'affectionne, qui est deep stuff et dark side, tu vois. Donc, tous les trucs sur lesquels on se retrouve, comme les peurs, créer pour transcender, permission accordée, trouver son rythme, retrouver la patate. Trop bien. Tu peux être amené à un moment ou à un autre à traiter ce sujet ou à apporter même ta voix quand d'autres déposent une problématique. Ce sont des discussions, du coup,
Ouais, en fait, c'est toujours des discussions. T'as ceux qui ont déjà vécu quelque chose, qui sont capables de donner des filons ou des tuyaux. Et puis t'as ceux qui sont novices ou qui ont besoin d'une information en particulier, tu vois. Mhm. Il y a aussi des ateliers. Donc, par exemple, moi, j'ai fait un atelier gravure. Je vais en refaire un Trop bien. au mois de mars ou avril. T'as Laurent qui fait l'atelier Portfolio Review. Ah, Je crois qu'il en a déjà fait un et il va en refaire un, tu vois. Un atelier sur la morphologie. On a fait un atelier, pas d'atelier mystère, donc je te dirai rien dessus. Si ce n'est que si tu as envie de dessiner, ben, ça peut être pas mal. d'accord. Voilà. Donc ça, c'est des personnes qui ont une idée d'atelier, qui sont prêts à animer. Souvent, ça se fait à distance parce qu'on est aux quatre coins de la France. On trouve une date ensemble, un créneau horaire et c'est parti. Tu peux demander à t'inscrire dans les ateliers dont tu as envie. Donc, J'avais pas eu le temps en fait parce que là j'ai eu un projet de design graphique qui m'a pris un peu tout mon temps ces 2 dernières semaines ouais. et du coup j'avais pas eu le temps de voir l'ensemble là Bah ouais. panorama de Ouais, et puis toi, t'es arrivé il y a 2 semaines, et c'est vrai que au départ, c'est un peu la jungle, non? Oui, Ce Discord. justement, ouais, il y a tellement de parties et tout. Je sais pas si t'es devant là, mais il y a un onglet qui s'appelle Patate Club et le premier sujet, Ouais. c'est barre des Patreon. Mm. Et donc dans barre des Patreon, tu peux débarquer et poser ta question, quelle qu'elle soit. Il y aura toujours quelqu'un Ah oui, d'accord. t'aiguiller ou t'orienter vers le bon sujet. Et surtout, tu vas être avec ta zone géographique, avec la région ouest. Et donc ça va être cool aussi parce que ça te permet d'avoir d'être entouré de gens que tu peux assez vite voir en vrai. Je crois qu'ils sont assez dynamiques en plus, donc c'est cool. C'est génial, c'est trop top. Hein. Trop contente d'avoir découvert. Ouais, c'est pour ça que j'ai découvert. J'ai écouté peut-être 3-4 épisodes et j'ai pas mis longtemps à décider de faire partie du Patate Club. Hein. Ouais, c'est génial. Tout de suite, je me suis dit mais non mais c'est génial. Ce projet Ouais. est superbe. Enfin, je pensais pas trouver comme ça autant d'aide, de soutien dans une communauté aussi large là d'illustrateurs freelance qui se posent les mêmes questions que moi. Je suis trop contente d'avoir. C'est super d'avoir ton retour à chaud parce que c'est vraiment ça. Je pense que c'est le regroupement de gens hyper motivés et qui vivent un peu les mêmes choses, et ça fait beaucoup de bien de voir que on est nombreux à partager les mêmes sujets, et sur une plateforme comme Discord, on avance vachement bien. On se sent hyper soutenu, comme tu dis. C'est top. Bravo. Écoute, je transmets parce que moi, tu sais, j'ai débarqué il y a 1 an et il y en a qui sont là depuis plus longtemps et qui sont vraiment hyper moteurs dedans, donc ils se reconnaîtront. Bon bah, on a dit plein de choses, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué particulièrement dans l'épisode d'Émilie avec Émilie Clisson? Je pense que il y a plein de petits éléments par-ci par-là qui m'ont interpellée dans sa personnalité et le fait qu'elle dise qu'elle est plutôt timide et qu'elle fasse justement un travail sur des BDQ. Le décalage entre son style, son côté très décalé et peut-être même sa personnalité. Et je trouve que je pouvais me retrouver un peu là-dedans des fois. Non, mais elle a eu un parcours hyper dense. Enfin, déjà, elle a déjà eu des prix et tout ça, donc je trouve ça hyper impressionnant. Je trouve son parcours hyper, ça donne envie de. Il y a un côté exemplaire. Ouais, il y a un côté exemplaire carrément, ouais. Et puis à la fin, elle parle de son projet là qu'elle regrette d'avoir fait jusqu'au bout, et ça m'a. Je pense que c'est cette partie-là finalement qui m'a le plus interpellée, parce que c'est vrai que on peut se lancer vu qu'on est seul, on peut se lancer dans des aventures qu'on a un peu du mal à stopper et à gérer. Et je trouve que moi, ça m'est pas arrivé personnellement, mais que du coup, son exemple là, à la fin, j'y penserai quoi pour la suite quoi. Ouais. J'essaierai d'éviter de me retrouver dans ce genre de situation. En fait, si on a une intuition que ça va pas le faire. Autant ne pas aller jusqu'au bout, quoi. C'est ça qu'elle disait à la fin. Mais ça fait fort et courageux. Ouais, carrément. Et c'est aussi en ça qu'elle est exemplaire, c'est qu'elle nous livre aussi bien ses réussites que ses échecs ou ses failles. Mm-hmm. Enfin, c'est hyper généreux de sa part parce que ça nous permet
enfin, ça aide beaucoup, je trouve, à prendre du recul Exactement, ouais, et à savoir. à prendre du recul, à comprendre que c'est jamais, c'est toujours gris, quoi. C'est jamais noir ou blanc. Enfin, il y a toujours des passages qui sont pas faciles et puis elle a l'air d'être hyper forte et de bien gérer ça jusqu'au bout. Et en tout cas, oui, ça, je trouve que je suis un peu perdue là. Non, mais je pense que je comprends. Mais non, et puis je trouve ça fort parce que, comme tu dis, c'est amusant de voir ce vers quoi elle s'est orientée, sachant que elle dit, moi au départ, comme tu disais, je suis timide, je suis réservée, je suis assez prude, donc j'ai pas du tout envie de parler de pornographique ou tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Oui, c'est ça en fait. C'est amusant de se dire qu'en fait, elle a envie d'aller vers des sujets parce que ça correspond à une intention très personnelle de sa part. Le sujet en tant que tel peut prêter à confusion parce qu'on peut se dire, ça y est, elle se met à la pornographie. Pas du tout. Elle suit sa petite idée. Du coup, elle va faire ce qu'il faut pour y aboutir parce qu'elle disait au début, j'ai travaillé avec des calques, j'ai regardé des films érotiques, je calquais les positions, tout ça. Je trouve ça génial. Elle dit qu'elle a aussi travaillé le principe du scénario parce qu'elle faisait pas du tout de scénario. Elle balançait ses idées. Enfin, en gros, elle dessinait comme ça venait, sans forcément penser à la chute ou au scénario. Donc, elle a travaillé tout ça pour que son projet puisse aboutir, sachant que son intention n'était pas du tout d'exciter ou de susciter. Et Jérémy, lui, c'était le scénario derrière, quoi. Voilà. Et Jérémy, lui, la critique d'un mec, elle dit, ah bah ça, je suis contente parce que il a dit exactement ce que je voulais. Ouais. Donc, elle s'y retrouve, en fait, à sortir de sa zone de confort parce qu'elle est clairement sortie de sa zone de confort. Ça, ouais. Elle a réussi à retomber sur ses pieds. Ça, c'est fort. Ça, c'est clair que, ça m'a trop plu, ce passage-là. Enfin, on voit bien que, ouais, elle est sortie de sa zone de confort et que, finalement, elle a appris des choses et elle s'est quand même vachement amusée à interpréter ce sujet-là et puis à sa manière, quoi. Et ça avait l'air trop cool de travailler dessus, même ses recherches des magazines. Oui, des positions. Ouais, de sexuels mexicains là, des petits fanzines. Oui. Enfin, je sais pas, c'est trop drôle le processus créatif du coup dans ce projet-là qui est complètement hors norme. Et ça, c'est trop bien. J'espère que plus tard, j'aurai l'occasion aussi comme ça, grâce au travail, de sortir de ma zone de confort et d'explorer d'autres sujets cool comme ça. Enfin, c'est rigolo. Ça permet de se redécouvrir et de s'interroger encore un peu plus sur notre perception. Ouais, de se laisser surprendre. Ouais. De se laisser, voilà, surprendre, c'est clair. Bah, je pense que je pense que c'est déjà la voie que t'as prise. T'as l'air de t'amuser dans ce que tu fais et à la fois de vouloir aller plus loin. T'as une certaine exigence, en même temps, tu maintiens cette envie de t'amuser. Oui, carrément. Ouais, non, j'espère que, voilà, le fait d'avoir justement choisi un style un peu décalé comme ça m'apportera aussi des projets décalés dedans et j'espère que je pourrai toujours m'amuser dans ce que je fais parce que c'est tellement important quand même de trouver du plaisir et de la curiosité quoi dans son travail quoi. Ouais, et puis je pense que tu disais les choses te tombent dessus aussi, ça vient des autres parce que les autres t'amènent des bonnes surprises. Mais c'est aussi parce que toi, de prime abord, tu t'autorises à aller dans des chemins assez inattendus. Tu te fais remarquer comme ça. Mais non, mais c'est clair que en choisissant un style comme ça, ça attire certaines. J'ai une prise de position, donc. Oui. Que ça parle à certains projets, d'autres moins. Mais par exemple, ce qui est clair, c'est que j'espère que ce sera toujours un peu des projets dans le milieu de la culture, underground. Et pour l'instant, ça a plutôt bien marché. Là, j'ai pu travailler donc sur des projets en relation avec la musique électronique,
punk aussi. Je vais travailler sur une affiche pour Ciné Pride. Je vais commencer là tout juste ce projet, donc un festival de cinéma queer LGBT+, QI+. Génial. Donc ils ont une vision forte et du coup je suis contente de travailler pour eux. Et puis là aussi j'ai eu un projet qui sortira cette année, une première collaboration là avec la marque Volcom, et comme encore une fois c'est en relation avec une culture à la base qui est underground, qui est celle du skate. Ça m'a permis justement de faire un peu comme Emily Grison et de faire des recherches en fait, parce que finalement le skate j'en fais pas, j'ai des amis qui en font et tout, mais je me suis jamais vraiment intéressée à toute la culture qu'il y a derrière, d'où ça vient, etc. Du coup j'ai regardé plein de films et j'ai adoré, ça m'a permis de découvrir autre chose et j'aimerais bien m'y mettre, mais bon, j'ai peur de me casser le poignet. Vas-y. Moi, je m'y suis mise, j'ai 42 ans, je m'y suis mise il y a 2 ans. Bon, je te dis pas que j'en fais tous les 4 matins, mais c'est cool. Tu t'es mis au skate? Non, mais comme ça, quoi. C'est parce que mes enfants s'y mettaient. Ah, génie. D'ailleurs, mon fils m'a appris 2-3 trucs, tu vois, parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Et il me disait, mais non, maman, faut pas bouger tout le corps, c'est juste tes chevilles qui doivent bouger. Enfin, tu sais, moi, je faisais bouger les genoux, j'étais là, je me cassais la gueule. C'est trop cool que ton fils t'apprenne à faire ça. En plus, c'est trop cool. Ouais, c'est marrant. Mais oui, mais c'est que ça fait peur aussi. C'est juste j'ai besoin de mes poignets pour dessiner, c'est plus ça en fait qui me fait ah oui, tu mets des protections. Oui, il faudrait que je mette des protections, mais c'est clair que de m'être plongée dans la culture du skate, qui est vachement liée aussi à la musique et tout, ça donne juste trop envie d'en faire, ou même de côtoyer un peu plus ce milieu-là, quoi. J'ai envie de regarder des gens faire du skate, trop stylé, quoi. Maintenant, je regarde des vidéos de gens qui font des figures de skate et je suis genre, waouh, c'est génial, ces figures de ouf. Ouais, en fait, tu te nourris J'adore. Tu te nourris des projets. Bah oui, et puis j'espère que justement, j'aurai d'autres projets qui me permettront de découvrir de nouveaux milieux à chaque fois, quoi. Dessiner sur les milieux underground, en tout cas, c'est quelque chose qui m'attire, et si en plus de ça, je peux découvrir de nouvelles choses, c'est super. Ouais. Bon, c'est cool, t'as l'envie. Ouais. On va s'arrêter. Ouais. J'avais un mot de la fin, mais je sais plus lequel c'est, tu vois, ça, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. J'ai hâte de te retrouver sur Discord pour qu'on continue la discussion. Carrément. Qu'on fasse plus ample connaissance. Oui, avec plaisir. Tu penses qu'un jour tu t'orienteras vers la BD ? C'est ma petite question là, tout à coup j'y pense. J'ai testé un petit peu, j'ai fait quelques mini BD et j'ai bien aimé. Ouais. Donc si j'ai une idée en fait d'une histoire justement à raconter, peut-être que je me lancerai dedans. Sinon, j'avais déjà l'idée de faire des BD en relation avec la musique que j'écoute, les musiques qui me touchent, les paroles qui me touchent en fait. Je pensais faire ça. Bah écoute, merci de t'être prêtée au jeu, parce que c'est vrai que t'es toute nouvelle, donc c'était super de t'avoir toute fraîche comme ça. Que ce soit dans la vie active ou sur Discord. Bah oui, ça me fait très très plaisir d'avoir échangé avec toi sur tout ça. On a eu quelques deep conversation là, assez deep, mais c'était cool, et non, carrément, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Bah merci à toi, et j'espère qu'on aura l'occasion un jour de se voir en vrai. Carrément. Et voilà, en attendant, je te suis.